Alors Christophe Hénard, tu es un des tout premiers, tu es même le premier journaliste qui a été embauché sur une radio locale en Charente. C'était Fréquence 92. C'est quoi les souvenirs les plus anciens qui te reviennent en tête? D'abord, c'est en écoutant ta question que je réalise qu'effectivement, peut-être que j'ai été le premier journaliste d'une radio locale. Mon premier souvenir, c'est mon arrivée donc dans le studio. C'était des studios. Alors la radio s'appelait Fréquence 92, qui a changé de nom par la suite, qui deviendra par fil de croisements successifs Radio Marguerite. Mais cette toute première radio s'appelait Fréquence 92. Elle avait été montée par la mairie d'Angoulême, dirigée à l'époque par Jean-Michel Boucheron. Voilà, c'était une radio qui était née à l'initiative de la mairie d'Angoulême. Et donc, nous sommes, pour resituer le contexte, à l'été 1981. François Mitterrand est élu en mai 1981. Une de ses promesses de campagne à l'époque était de libéraliser un peu, libérer, si on peut employer ce mot-là, la bande FM et de donner accès à des radios qui étaient à l'époque, alors on parlait de radio pirate, puisque à cette époque-là, tout ce qui a émis avant était considéré comme radio pirate, avec des noms célèbres, notamment en Angleterre, où, pour resituer un peu le contexte, ces radios émettaient en zone territoriale. Voilà, hors des eaux territoriales. Hors des eaux territoriales, on pense notamment Radio Caroline sur un bateau. Il y a eu des radios un peu militantes, je pense. J'ai oublié, alors peut-être les noms vont me revenir au fur et à mesure, mais il y avait, je crois, Radio Lorraine Cœur d'Acier, qui était une radio très militante, qui était engagée aux côtés des sidérurgistes de Longwy, je crois. Et tout ça commençait à bouillonner derrière. Donc cette promesse de campagne a été tenue. Et avant qu'elle soit vraiment très très officialisée, dès l'élection de François Mitterrand en mai 81, il y a un certain nombre de radios qui ont commencé d'émettre, vraisemblablement en anticipant un petit peu les autorisations officielles. Fréquence 92 donc fait partie de celle-ci à Angoulême et fut, à mon souvenir, la première. Dans la foulée de l'élection, c'est-à-dire dès mai 1981, on commence à émettre. Alors là, je ne peux pas vraiment t'en parler parce que je n'y étais pas. Tu rencontreras sûrement d'autres témoins de cette époque-là. Alors, t'es arrivé quand, toi ? Moi, je suis arrivé en juillet 1981. Je passe mon examen à l'école de journalisme à Paris en mai-juin. Je reviens chez moi. J'ai dit bon, je vais souffler un peu, pas de stage prévu, rien du tout, et je tombe sur une personne que je connais qui me dit tiens, il y a une radio qui commence à émettre à Angoulême, et peut-être ont-ils besoin de gens, si t'as rien à faire, vas-y, voir, etc. Donc effectivement, je rentre dans ce studio du boulevard Berthelot, qui était donc un appartement dans les immeubles, alors là où il y a l'espace Franquin, je ne sais pas comment s'appellent ces immeubles d'ailleurs maintenant. C'est des petites maisons qui sont le long de la rue. Non, c'était les immeubles là carrément. Ah oui, c'était dans un appartement appartement des grands bâtiments, dont un donné sur le boulevard Berthelot. Parce qu'après il y a eu une autre radio Marguerite qui fut installée de l'autre côté du boulevard dans une petite maison. Oui. Et donc là je rentre, je tombe sur des gens effectivement que je connaissais pas. Bonjour, voilà, je me présente, je sors d'une école de journalisme. Je viens voir si vous avez besoin de quelque chose. Je sais que vous commencez à émettre, etc. Je dis, moi, la radio, ça m'intéresse. Je suis fraîchement diplômé. Qui est-ce qu'il y avait là, sur place ? Je pense qu'il y avait... Donc, je tombe sur Patrick Proux, qui est un ancien journaliste donc, de Charente Libre. Et un autre monsieur aux cheveux blancs, assez classe, qui semble habitué, lui, à parler. Il parle avec une certaine aisance dans un micro. J'arrive et Patrick me dit bonjour, voilà, donc ah oui, d'accord, et tout de suite me dit est-ce que tu serais capable de parler dans le micro tout de suite maintenant là je dis je sais pas, il me dit on va faire un essai, il me donne le journal et il me dit regarde si tu peux faire quelque chose là. Et donc, j'ai dit, je vais pas me borner à lire le journal, donc j'improvise un petit peu en fonction de quelques informations. Alors, c'était pas en direct, hein, il me fait parler, m'enregistre quelque part, et il me fait lire quelques trucs sur le journal, donc j'essaie d'y mettre le ton. Je prends une petite brève de la Charente Libre et je la lis en disant, voilà, mais j'essaie de pas la lire de façon trop scolaire et de la lire avec un ton un petit peu comme j'avais appris à l'école. T'avais fait de la radio à l'école ? J'avais fait quelques ateliers radio. On avait des ateliers, mais c'était assez peu
c'était assez peu développé. On était vraiment plutôt presse écrite. Mais il y avait quelques ateliers radio et j'avoue que ça m'avait beaucoup plu. Et je m'étais dit, la radio, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Et donc là, je discute, enfin, voilà, je lis un peu 2-3 bricoles. Et il m'arrête, il me dit, ça ira. Il dit, tu peux commencer quand? Ah je dis, je peux commencer quand? Je dis, je suis en vacances. Il dit, j'ai dû commencer dans les, je sais pas, ou le lendemain, ou 2 jours après, ou voilà. Et mon boulot, c'était en fait de préparer un journal du matin qui, comme seule et unique source, avait les journaux locaux, donc Charente Libre Sud-Ouest, et puis il fallait sûrement acheter un autre journal pour avoir quelques informations nationales. Et partant de ça, c'était plus une revue de presse qu'il fallait déguiser en journal qu'un vrai journal. Puisque je pense, alors je sais plus, dans ma mémoire, je sais plus si ça fait, si c'est du souvenir fantasmé ou si c'est du souvenir réel. Avant d'aller à la radio, j'avais écouté un petit peu ce qu'ils faisaient, et donc leurs journaux étaient essentiellement relire le presse journal, quotidienne. À tel point que je crois qu'on entendait les pages tourner, les pages du journal tourner dans le micro. Donc il fallait là, on m'avait demandé, on m'avait dit, essaie de rendre ça un petit peu... Enfin, c'est un peu vivant. Un peu que ça ressemble à un vrai journal. Donc, en fait, il ne s'agissait plus de lire le journal sur la table sous le micro, mais de préparer en fait un journal. Et donc, Charente Libre, Sud-Ouest, etc., regrouper quelques informations et les présenter à l'antenne sous forme de journal. Alors, je ne me rappelle plus, je crois que l'ouverture d'antenne, parce qu'à l'époque, la radio et les radios n'émettaient pas 24 heures sur 24. On coupait l'émetteur, en fait. L'émetteur était coupé. Ce qui fait qu'à partir d'une certaine heure, sur la fréquence, on entendait pshhh, et tout d'un coup, il fallait rallumer l'émetteur, ce qui donnera quelques gags aussi. Il fallait rallumer l'émetteur à une certaine heure et on commençait à émettre, etc. Et donc, je crois que c'était 6h30. On allumait l'émetteur à 6h30 et on faisait un journal à 7h. Donc voilà, moi j'arrivais donc... le plus tôt possible, je m'étais pris au jeu tout de suite. Je me la jouais matinale et j'arrivais donc très tôt avec mes journaux, ma clé. Et j'étais tout seul dans cet appartement qui était un peu en désordre, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous laisse imaginer une radio locale en 1981, ce que ça pouvait être avec des tables en bois, de la moquette un peu, puis des trucs qui étaient entassés un peu partout. Qu'est-ce qu'il y avait comme matériel ? Du matériel, c'était assez rudimentaire. Il y avait donc, il y avait quand même un vrai studio, c'est-à-dire une partie studio et une partie technique, donc avec une vitre. D'un côté, il y avait quelques micros sur pied, des casques, un mur qui avait été insonorisé. Alors, je dirais pas avec des coquilles, avec des boîtes à œufs, mais un peu. Non, c'était quand même pas mal. C'était un bruit assourdi, donc on était vraiment dans une ambiance de studio. Et de l'autre côté, il y avait une table de mixage, 2 platines, un magnétophone, je pense, pour lancer quelques jingles. Et sous la table du technicien, celui qui assurait la technique, il y avait donc une espèce de boîtier pour allumer et éteindre l'émetteur, sachant que l'antenne était, si ma mémoire est bonne, au-dessus de l'immeuble. Voilà, donc 7h ou 7h30, je me rappelle plus vraiment, un journal, et puis après, les émissions qui s'enchaînaient. Je pense que nous, au départ, on faisait peut-être un petit flash à midi, quelque chose pour rappeler les informations. Mais c'était vraiment très rudimentaire. Alors, les émissions, c'était quoi en dehors des infos que tu faisais le matin, c'était de la musique. Alors les émissions, c'était assez... Il y avait une vraie grille. Moi, j'ai été assez impressionné en arrivant par le fait qu'il y avait une vraie grille. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une espèce de dégouliné de musique ininterrompue toute la journée, mais il y avait une vraie grille structurée avec des gens, des animateurs qui assuraient des tranches. Donc, je me souviens, alors ça commence à faire loin pour moi, mais je me souviens que par exemple, le matin, il y avait une émission qui était basée sur... Alors, comme c'était un média tout à fait nouveau à l'époque, les gens avaient effectivement pas l'habitude de ça et on jouait beaucoup sur l'interactivité. Et donc, le moyen tout de suite qui avait été trouvé, notamment, c'était de faire intervenir les gens... directement avec la radio pour échanger des choses. Donc il y avait une émission où il y avait un petit jeu de mots dans le titre, je crois, c'était où il y avait le mot truc et troc.
mélangés, alors des trucs, des trocs, qui fait que les gens appelaient, alors on ne les faisait pas intervenir à l'antenne parce qu'on n'était pas encore équipé vraiment pour ça, mais il y avait quelqu'un qui les prenait au téléphone et des gens nous donnaient par exemple des petits trucs pour, alors j'en sais rien, un truc de cuisine ou un truc pour détacher une chemise, etc. Et en même temps, il y avait une rubrique troc, donc comme on n'avait pas le droit de faire de petites annonces, puisque c'était quand même assez, on était un peu, pas hors la loi, mais ça commençait juste. Les gens disaient tiens, j'ai 4 pneus à donner, je les échange contre une machine à laver ou un vélo contre une voiture à pédale, enfin voilà. Et donc on répétait ça. Donc la personne qui s'occupait de ça, qui était Marie-Josée, je crois que c'était Marie-Josée Proux, l'épouse c'était de Patrick, la femme de Patrick. Elle avait un grand cahier, je me rappelle, et au fur et à mesure on lui transmettait ses annonces. Donc elle écrivait ça au stylo sur un cahier, et puis elle le déclinait tout au long de la matinée. Et puis quand il n'y avait plus de gens qui appelaient, elle recommençait, etc. Voilà. Après il y avait un type. Alors le nom va me revenir au fil de l'entretien. Turlot, je crois, c'était son nom de famille. J'ai oublié son prénom. Qui était prof de théâtre. Et lui, il y avait une période, donc c'était une période très très reposante. Il avait un petit créneau, je crois que c'était 1 heure, et il lisait. Il faisait de la lecture de bouquins, je crois, pendant 1 heure, accompagné de musique classique notamment. Il avait une voix extraordinaire, et pendant 1 heure, il faisait de la lecture comme ça, entrecoupée de pauses musicales. Donc on avait appris à faire les gestes comme ça pour lancer le jingle. Musique, pour lancer les musiques, etc. Donc par exemple, il parlait sur un morceau de musique classique, donc il faisait signe au technicien de baisser la musique, il parlait, et de temps en temps, il lisait pendant quelques minutes, et hop, il remontait. C'était très 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 reposant. Et ça contrastait avec peut-être l'ambiance de Fourmilière. Oui, il y avait un côté... en fait, à la radio, on en reparlera après, mais il n'y avait pas beaucoup de monde en même temps. Sauf par moment, mais comme les gens étaient plutôt bénévoles, il n'y avait pas beaucoup de monde en même temps. Moi, j'étais le seul quasiment à être là tout le temps, quoi. Après, il y avait les inévitables dédicaces, parce que alors ça a été une grande... dans la partie interactivité, c'était le grand truc. Alors, la dédicace a été, peut-être que ça existe encore dans certaines radios, j'en sais rien, et je le souhaite, c'était le grand truc. C'est-à-dire les gens pouvaient enfin demander à une radio, non pas subir une programmation, mais demander à la radio le titre de musique qu'ils voulaient entendre, avec la possibilité de le dédicacer pour quelqu'un. Donc, tu voulais entendre à l'époque, j'en sais rien... Foreigners ou Genesis ou machin, et tu disais voilà, je veux entendre tel morceau de Genesis et je le dédicace de la part de Kiki pour Mimi, voilà. Et donc il y avait cette partie là qui prenait la mi-journée, je crois, enfin dans le créneau, voilà. Après dans la journée, je me rappelle plus très bien ce qu'il y avait après. Je me rappelle avec émotion, parce que c'est un type qui, voilà, d'abord à titre personnel, me manque beaucoup, et qui au niveau de la radio a été un personnage marquant et qui était une mémoire de tout ça. C'est Jean-Louis Mathieu, qui était à l'époque disque jockey du King's Club, une boîte de nuit, discothèque comme on disait à l'époque. Et qui, lui, avait la possibilité notamment de bénéficier d'une discothèque importante, puisqu'il recevait des disques en tant que disque jockey. Et il arrivait en milieu d'après-midi et il faisait une émission, je pense qu'il devait correspondre tout à fait à son rythme de vie avant qu'il aille bosser, et qu'il avait appelé La sieste est finie, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que je pense qu'il devait, j'en ai jamais parlé avec lui, ou j'ai pas le souvenir, mais je pense qu'il devait dormir après manger. Et quand il avait fini sa sieste, il arrivait à la radio, il faisait son émission, donc ça s'appelait La sieste est finie. Et lui, donc, ça poussait jusqu'à vraiment la fin de soirée. Et puis après, le soir, tous les soirs, en fait, il y avait une émission qui n'était pas vraiment une... Enfin, si, c'était une émission, mais c'était des bénévoles, donc ils venaient avec leur pile de disques, et dans des styles différents. Alors, tu avais ceux, j'en sais rien, du lundi soir qui venaient avec du hard rock, les autres qui venaient avec du rock... rock Alabama, voilà. Et tous les soirs, donc, ils avaient un créneau jusqu'à minuit pour passer les disques qu'ils voulaient en présentant tout ça. Donc, c'était assez drôle parce que tu pouvais passer du lundi soir au rock'n'roll, au week-end à l'accordéon, voilà. Et le dernier parti fermait la porte et coupait l'émetteur, quoi.
Quelle était la part militantisme? Parce que c'était la radio de la mairie. Est-ce qu'il y avait une part militantisme dedans? Qui étaient les bénévoles? D'où ils venaient? Je pense pas, honnêtement, le souvenir que j'en ai, j'ai pas le souvenir d'une radio militante, parce que il n'y avait pas de place pour ça en fait. La dimension nouveauté et la dimension la sensation d'être pionnier était si forte qu'en fait il n'y avait pas j'ai pas ressenti peut-être à un moment donné après dans le travail journalistique tel qu'on pouvait l'imaginer, mais en tout cas au quotidien. On sentait pas ce côté militant. La seule chose dont on avait envie, c'était vraiment de faire un truc qui soit le plus propre possible, c'est-à-dire que personne puisse se dire « Oh là là, c'est minable, quoi. Si c'était pour faire ça, ça valait pas le coup. » Je pense qu'il y avait une vraie envie de faire un truc le plus pro possible. Enfin, le pro, pas au sens peut-être organisé du truc, mais en tout cas que les gens puissent écouter cette radio-là en disant « Ah, mais ça tient la route, quoi. » Enfin, voilà. Puis on entend des choses différentes, on entend des voix qu'on connaît, des gens de chez nous avec notre accent. Voilà, ça n'avait rien à voir avec l'accent pointu de RTL ou d'Europe 1. C'était des gens d'Angoulême avec l'accent, le bon vieil accent charentais, quoi. Donc, j'ai pas souvenir en tout cas au quotidien et dans l'organisation du côté militant. Le seul côté militant qu'il y avait, c'est qu'il y avait un côté spontané et facilement. Enfin voilà, c'était des fois un joyeux bordel, quoi. Mais c'était sérieux quand même. Ils venaient d'où les gens tous ces bénévoles, des milieux d'éducation populaire, Pas forcément, non. Il y avait. Alors là, c'est un peu loin pour savoir. Mais non, le soir, c'était surtout des jeunes. Passionnés de musique, ouais, des passionnés de musique. C'était plus des passionnés de musique que de vraiment militants. En tout cas, moi, j'ai pas ce souvenir-là. J'ai pas cette sensation-là. Alors, l'audience, elle est arrivée tout de suite parce qu'il y avait sans doute aussi là l'effet de nouveauté. Vous avez eu tout de suite une audience importante. C'est très difficile puisqu'à l'époque, c'était impossible de savoir l'audience qu'on pouvait avoir et le nombre de gens qui pouvaient nous écouter en même temps. Mais toi, quand tu sortais dans la rue, tu avais des retours? Les retours, c'est forcément faussé parce que c'est des retours de gens qui te connaissaient, donc qui savaient que tu parlais dans le poste, comme on disait à l'époque. Et donc, voilà, c'était un retour un peu faussé. La seule chose qu'on pouvait éventuellement mesurer, c'était la capacité de réaction des gens qui nous écoutaient. C'est-à-dire que dès qu'on posait une question et qu'on sollicitait un avis ou une participation, on avait sur un petit bureau, je crois, 3, 4 ou 5 téléphones. Et ils se mettaient tous à sonner en même temps. Donc il y avait des, je me rappelle, de 2 jeunes filles et une autre dame plus âgée qui étaient là aussi de façon tout à fait bénévole pour assurer un standard, c'est-à-dire qui décrochaient le téléphone, qui prenaient les dédicaces, qui prenaient ce que je te disais tout à l'heure, les trucs, les trocs, etc. Et donc dès qu'on sollicitait les auditeurs, ça répondait tout de suite. Juste pour leur demander un truc, une dédicace, qu'est-ce que vous voulez entendre? Tiens, dites-nous, je ne sais pas quel temps il fait. Voilà, enfin pas quel temps il fait parce qu'on n'avait pas une zone de diffusion très importante, donc on savait le temps qu'il faisait. Mais tu disais par exemple, tiens, on va faire un petit jeu. Où est-ce qu'est posé votre téléphone, quoi, d'où nous écoutez-vous, par exemple. Les téléphones sonnaient, ça n'arrêtait pas. Tiens, moi, mon transistor, il est sur le frigo. Moi, il est dans la cuisine. Moi, il est dans la salle de bain. Moi, il est dans la chambre. On vous écoute tout le temps. Mais c'était impossible de savoir s'il y avait 20, 30, 40, 50, 100, 200 ou 1000. Quoi. C'était impossible. Donc, pour nous, en fait, c'est ça qui était chouette. C'est-à-dire qu'on faisait la radio comme s'il y avait toute la Charente qui nous écoutait. En fait, il n'y en avait peut-être que 500. Mais on faisait pour ces 500-là, il y en avait sûrement plus, mais on faisait pour eux, ou même qu'il n'y en aurait eu que 10, on faisait comme si toute la Charente nous écoutait. Donc c'est ça qui était... On n'était pas pollué par ça. C'est important quand on sait ce qu'est devenu, au fil du temps, le poids de l'audimat, des audiences, etc. Alors, revenons à l'info, là. Quand est-ce que tu lisais les journaux, tu me disais, mais quand est-ce que tu as été faire tes premiers reportages? Quand est-ce que tu es sorti? Tu as fait tes premiers bobineaux, on appelait ça des bobineaux à l'époque. Ouais. Bah écoute, alors là, dans le temps, tout ça est assez regroupé parce que... Est-ce que tu te souviens de ton premier reportage à l'extérieur, par exemple? Non, honnêtement, non. Je me rappelle par contre du premier truc qui m'a fait un peu flipper à l'antenne, c'est qu'il fallait que je... Là aussi, je pense être dans le... Il faudrait vérifier sur Wikipédia la date de l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat.
Je pense qu'Anouar El Sadat est assassiné en 81. Et on entend ça à la radio et il faut le dire. Enfin, je me dis, moi je suis journaliste de formation. Je me dis, merde, Anouar El Sadat vient de se faire assassiner. Il faut le dire à la radio, même si c'est pas du local. Même si c'est pas du local, même si c'est pas nous. Je veux dire, j'écoute et je dis, voilà. Et donc, je me rappelle plus si je bricole un truc spécial ou si je le dis à un moment donné de la journée dans un journal. Et donc, j'essaie de regrouper des informations sur ce que j'entends à la radio. Et je me rappelle avoir annoncé donc sur Fréquence 92 l'assassinat d'Anouar El Sadat. Tu te trouvais grand reporter du jour au lendemain. C'est un peu surréaliste, mais en même temps, il y avait un côté vachement excitant, alors qu'en fait, je faisais que redonner dans un micro ce que j'avais entendu d'une radio. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, les gens de la radio se sont rendus compte qu'en fait, il fallait vraiment faire quelque chose pour que, justement, ce côté sérieux se concrétise un peu aussi dans l'information. Donc, il y a d'autres gens qui m'ont rejoint. Alors, j'ai oublié complètement les noms, parce qu'il y a eu beaucoup de passages. Des gens qui sont arrivés quelqu'un de Poitiers, un gars de Poitiers, un journaliste de Poitiers avec sa femme qui était venu, enfin, sa compagne. Il y avait un type de Perpignan qui était arrivé. Donc c'est des gens qui sont passés. Il y a eu Yves Gerbeau. Alors lui, je me rappelle de son nom, Yves Gerbeau, parce qu'il fut aussi après, il travaillait en Corse sur le réseau France 3. Il y avait une autre fille qui s'appelait Sylvie, je crois que c'était Sylvie Lantôme, qui a travaillé. Bon. Et donc ça s'est un petit peu structuré. Et là, effectivement, on nous a donné alors, c'était des tout petits magnétophones à cassette, mais vraiment des petits magnétophones à cassette. Hein. Par contre, ce qui faisait très classe, c'est qu'on avait des gros micros. On avait des vrais micros, mais les vrais micros gris, tu sais, les micros comme on voyait dans les émissions des Carpentiers, là, ces espèces de micros carrés, un peu évasés comme ça avec la grille du dessus. Sur lequel on pouvait mettre un autocollant pour... Fréquence 92. Voilà, donc on avait un Fréquence 92, les autocollants, dont j'ai encore, je pourrais éventuellement t'en donner, t'en donner un. Et voilà, donc il fallait donc enregistrer sur cassette, mais pour faire un bobino, pouvoir faire du montage. Montage sur une cassette, c'est pas possible. Donc, grâce à un magasin de musique qui s'appelait donc Maximum Acoustique, qui était rue du Sauvage, en face du Kings, donc on était dans un périmètre très festif. La radio était très festive du coup. Et donc, je crois me souvenir qu'on avait récupéré donc des gros magnétophones à bande. Est-ce que c'était des Revox ou pas? Parce que c'était une marque un peu mythique. Et on transférait après si j'ai bonne mémoire là encore, la cassette sur une bande, de façon à pouvoir faire un peu de montage et pouvoir proposer à l'antenne quelque chose qui tienne à peu près la route, et non pas un truc où il y aurait eu dans les questions et un truc qui aurait duré 10 minutes, c'était pas possible, puisque bon, on a vite appris qu'un bobino, il fallait que ça soit très court et que une discussion d'un quart d'heure, il fallait qu'elle soit ramenée à... Alors au début, les bobinos étaient quand même un peu longs, parce qu'on avait du mal à imaginer quelque chose de moins de 3 ou 4 minutes, et on s'est vite rendu compte qu'il fallait descendre très rapidement. Mais et après, vous avez appris donc le montage avec les ciseaux. Hein. C'était des ciseaux. Alors, les on bobines, tournait à la main en écoutant. Petits ciseaux, avec le casque, on essayait de trouver le bon endroit. Et puis, entre deux mots, quand on entendait la respiration, ça c'est pas venu tout de suite, parce qu'au début, il y en avait beaucoup sur les bandes. Mais après, c'est une habitude et on coupait. Donc... moi je le faisais je savais plus si c'était avant ou après, ou avant tel truc et tel truc, donc c'était un peu approximatif. On coupait la bande, on tirait la bande, et puis on raccordait les deux niveaux de bande, donc on les coupait un peu en biais avec un petit bout de scotch blanc, et on passait ça à l'antenne. Après, te dire quel reportage Et donc tout ça se faisait à l'oreille et en faisant tourner donc les bandes, et c'était très lent et on entendait des voix très c'est-à-dire qu'il fallait, tu écoutais ton truc et puis après, à un moment donné, tu dis c'est long, ah tiens, je vais couper là. Donc après, tu coupais, puis hop, il fallait trouver le bon endroit pour couper, pour pas que ce soit trop cut, parce que alors si c'était coupé trop serré, ça faisait ça faisait du montage vraiment trop serré, donc c'était pas possible. Et si tu coupais au moment où les gens reprenaient trop leur respiration, ça s'entend, donc voilà. Mais les premiers bobinos devaient pas être très très je me doute que c'était pas génial. Voilà. Mais vous étiez en apprentissage et en même temps vous aviez un souci de professionnalisme et de besoin d'apprendre qui faisait peut-être partie de l'ambiance de l'époque. Alors c'est-à-dire que, en tout cas, pour les journalistes, les quelques journalistes qui sont passés par là, c'était une école fabuleuse, parce que voilà,
Ceux qui ont travaillé avec moi à une époque avaient déjà quelques expériences. Moi, c'était ma première expérience. Donc j'avais vraiment un souci que ça soit propre, pro. Moi, ça me permettait d'apprendre et avec un enthousiasme évidemment débordant. Donc voilà. Les interviews, les sujets, c'était des trucs sûrement très, très associatifs, on suivait, on regardait un peu ce qu'il y avait dans le journal, et puis on essayait de se greffer un peu sur les rendez-vous. On disait, bon, il y a ça, on va essayer de suivre un petit peu. C'est un peu flou pour moi, ça, parce que du coup, il y avait un tel fourmillement que... Ouais, puis il y avait un tel volume de choses à ingurgiter, à faire et à faire vivre, que du coup, c'était presque du détail. Donc je te dis, je ne me rappelle plus quel est le premier reportage que j'ai fait. Voilà, je me rappelle donc de quelques têtes qui sont passées avec moi, qui sont reparties dans d'autres endroits. Tu faisais allusion tout à l'heure, des fois, aux difficultés de redémarrage de l'émetteur, etc. Est-ce que tu te souviens de quelques gags ou quelques moments forts comme ça, ou quelques grosses angoisses? Il y avait deux choses à apprendre. C'était d'abord la bonne synchronisation entre celui qui parlait dans le poste, dans le micro, et le technicien, pour que le micro s'ouvre au bon moment et non pas à un moment inopportun. Ce qui m'est arrivé un matin, notamment avant de prendre l'antenne, parce que donc on était deux, on était deux. Il y avait donc celui qui était en studio, parce qu'il m'est arrivé d'être tout seul des fois, ce qui m'obligeait à avoir... Tu faisais technique en même temps? Ça m'est arrivé, je sais plus à quel moment. C'était des deux côtés de la vitre? Oui, en parlant dans le micro, ce qui m'obligeait pour des besoins naturels notamment, à prévoir des disques assez longs, de façon à pouvoir sortir du studio, aller sur le palier. Quand on était dans un appartement, il n'y avait pas de toilette, il fallait aller sur le palier dans un couloir, aller faire ses besoins, plus ou moins long en fonction de... Voilà, mais le matin de bonne heure, des fois, voilà. Et il fallait donc trouver des musiques assez longues pour que ça tienne pendant ce temps-là. Et donc, on avait la chance d'avoir dans la discothèque de Jean-Louis Mathieu ce qu'on appelait des versions remix de musique disco un peu à l'époque. Et je me rappelle qui faisait, je crois, 9 minutes. Donc je mettais relativement souvent, quand il m'est arrivé d'être tout seul, ce qui me permettait 9 minutes, je me disais bon, ça va, j'ai le temps, c'était le grand confort. Donc il y avait ça, c'est vraiment anecdotique mais important, parce que quand tu es tout seul, il fallait bien gérer tout ça. Après, donc il fallait gérer le bon fonctionnement, enfin la bonne synchronisation entre le technicien et celui qui parlait dans le poste. Il m'est arrivé effectivement, avant de prendre l'antenne, très tôt le matin aussi, d'avoir fait passer dans le micro de quelques bruits incongrus, parce que en voulant faire pas tout de suite le micro, lui a vu ma main levée, donc a ouvert le micro, et ça faisait quelques bruits incongrus. Il nous est arrivé aussi un matin, on avait commencé à 6h30 et tout allait bien. Je me rappelle être avec un garçon qui s'appelait Patrick Touzin. La technique, ça s'enchaîne, impeccable, machin. Et puis, je crois, sur le coup de 7h15, 7h30, on reçoit un coup de téléphone. Et donc, on va décrocher. Et la personne au bout du fil nous dit, donc un coup de téléphone. On parlait d'audience tout à l'heure, donc un coup de téléphone. Et la personne nous dit, vous n'émettez pas ce matin? On dit si, on est à l'antenne. Et en fait, non, on n'était pas à l'antenne, parce que on avait commencé à travailler, mais sans rallumer l'émetteur, donc ça faisait un pshht à l'antenne. Et donc depuis 1 heure, on travaillait. Vous causiez tout seul. On travaillait dur, mais on parlait tout seul. lui en face de moi et moi en face de lui. Et en fait, personne ne nous entendait. Et c'est un coup de fil qui nous a. Donc on a rallumé l'émetteur en urgence. Et voilà. Donc c'était vraiment là pour te dire à quel point. Il y avait aussi évidemment une part d'improvisation. Ces techniciens-là, c'était qui? Ils apprenaient eux aussi, ou ils avaient un petit savoir-faire? Le petit savoir-faire qu'ils avaient, c'était généralement ceux qui vraiment touché à la technique proprement dite. Bon, Patrick Touzin, je me rappelle, était disquaire dans une boîte de nuit. Je crois qu'il a été disquaire notamment à la Péniche. Jean-Louis Mathieu donc était disquaire au King's Club. Il y avait un garçon qui le soir faisait des émissions, qui lui, Dominique, il s'appelait, j'ai oublié le nom, mais qui travaillait un peu dans la sono, il faisait des animations sono, etc. Donc c'était des gens qui avaient un petit peu qui savaient manier deux boutons pour que
en faisant plus et moins que les deux morceaux se chevauchent pas, qui savait avec un casque faire coïncider les rythmes, les beats, comme on disait en termes de, comme disaient les DJ, les BPM. Donc voilà, ils étaient là. On était très impressionnés parce que moi je savais pas faire ça. Donc voilà, c'était eux. Puis après les bénévoles. Alors effectivement, les bénévoles qui arrivaient avec leur pile de disques et qui eux étaient tout seuls pour faire leur technique. C'était plus approximatif, évidemment. Là aussi, il y avait des enchaînements de musique un peu rock'n'roll. Il y avait des disques coupés un peu... c'était coupé sec. Il y a d'autres qui montaient... voilà, ça partait comme ça, parce que c'était il fallait trouver le bon... Enfin, c'était un peu... on démarrait, quoi, on débutait. C'était quoi la place de Patrick Proulx? Il venait souvent, il était présent je crois qu'il n'intervenait pas à l'antenne, Patrick. Il n'intervenait pas à l'antenne. Il essayait de donner une espèce de ligne directrice à tout ça, de façon à ce que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, que ça tienne un peu la route. Ce qui était le cas, à mon avis. Honnêtement, c'était le cas. Je dirais, écoutez, ça faisait pas trop. Moi, il me semble que ça faisait pas trop amateur pour l'époque. Maintenant, j'ai une vision un peu idéal de ça et un peu fantasmé, mais il me semble pas que c'était voilà. Bon, ça devait avoir comme contrepartie d'être très vivant, de toute façon. Ouais, et puis c'était donc moi ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé assez souvent de parler de ça avec des copains. Ils m'ont dit mais toi t'as connu ça, parce que c'était étonnant en fait la réaction des gens qui te connaissaient, de dire je t'entends à la radio, quoi. C'était Tu devenais une vedette du jour au lendemain. Ouais, pas une vedette, mais les gens c'était drôle, ils disaient c'est mon copain qui parle dans le poste, quoi. Donc le côté ce côté, comment dire, qui était complètement immatériel avant, quoi. Je veux dire, on entendait, je sais pas, les gens de RTL, RMC, France Inter, mais les Patrice Blanc-Francard, les je sais pas, Georges Lang sur RTL, c'était des gens mythiques, quoi, mais c'était on les connaissait pas d'abord, puis à la radio, le mystère, on connaît pas leur tête. Pour la première fois, nous les gens, ils avaient l'occasion de rentrer, par exemple, on leur disait vous pouvez venir au studio. Donc il y avait des fois un défilé, tu faisais ton truc, tu avais 15 personnes derrière la vitre, ils venaient voir, c'était pas fermé, ils avaient le droit de rentrer dans la partie technique, et donc ils étaient derrière le technicien, ils nous regardaient parler, ils voyaient le studio, donc eux ils voyaient qui était dans le poste, quoi, et c'est ça qui était dément, quoi. Et donc moi quand j'en reparle encore, c'est une évidence que c'est la partie de ma carrière et la partie professionnelle la plus enthousiasmante. La plus enthousiasmante, la plus intense. Moi, j'arrivais à 5h du matin, j'en repartais à 8h, quoi, le soir. Voilà, on était tout le temps là. C'était ma vie. Et beaucoup de gens, on était là, dans les techniciens. Je me rappelle d'un garçon qui s'appelait Frédéric Faye, qui avait un groupe de musique chez lui. Donc, comme ils bidouillaient dans leur studio, ils avaient plein de matériel. Donc, lui aussi était côté technique. Il est resté très longtemps à Radio Marguerite après. Voilà, on était là tout le temps. On préparait notre programmation du lendemain. Avec, à l'époque, je pense que c'est un truc aujourd'hui qui est complètement surréaliste, mais on avait peur un peu de tout, comme c'était le début, notamment de la SACEM. Alors, la programmation musicale, il fallait qu'on note tout ce qu'on passait sur un cahier. Les droits, pour les droits. Alors, je ne sais pas à quel point, un jour, ils nous ont demandé quoi que ce soit, mais il y avait un cahier à spirale entre les deux platines, et chaque morceau diffusé, il fallait qu'il soit écrit, etc. Donc, quand tu avais fini ta journée, tu faisais ta programmation pour le lendemain, tu fouillais dans les disques. Donc, il y avait Jean-Louis qui disait j'ai tel truc qui arrivait. Bon, alors il fallait écrire à chaque fois. Enfin, mais donc, tu passais un temps fou, mais c'était fabuleux, quoi. Moi, je rentrais chez moi, je me mettais dans le lit, j'étais mort. Et je me relevais le matin pour être, je sais pas, à 5 ou 6 heures à la radio. Et puis voilà, c'était reparti. C'était une saine fatigue. Tu as parlé, je m'excuse, je reviens complètement en arrière. Tu as parlé, une des premières personnes que tu as vues la première fois que tu es arrivé, c'était un monsieur aux cheveux blancs qui parlait très bien. C'était qui, cette personne ? Je crois que ce monsieur s'appelait Paul de Varga. Et c'était alors parce ils ont démarré avec l'aide de professionnels, c'est-à-dire que les quelques personnes qui ont parlé à l'antenne, à l'époque, qui les ont aidés. Donc il fallait s'appuyer sur des gens qui avaient un minimum d'expérience d'antenne. Il y avait notamment un type qui venait d'une station régionale Radio France Bordeaux. Je crois que c'était Radio France Bordeaux-Gironde,
qui prenait le train, qui venait à Angoulême, qui devait être un copain à Patrick, ou je sais pas, qui devait se connaître. Il venait animer quelques tranches horaires au tout début, avant que la grille soit vraiment bien construite. Paul de Varga, ce monsieur devait avoir une certaine expérience de la radio. Il avait déjà parlé dans le poste. Je me rappelle d'une fille de France 3, à l'époque, on disait, c'était pas France 3, non, c'était FR3 à l'époque. FR3 Poitiers, qui présentait le journal le soir. Je crois qu'elle s'appelait Laurence Verger. Mais là encore, ma mémoire peut me trahir. Laurence Verger, qui présentait le journal de FR3 Limousin, FR3 Poitou-Charentes, et qui venait parler à l'antenne, animer des tranches. Eux, ils se faisaient plaisir parce qu'ils étaient du coup sans pression. Et ça donnait à l'antenne un côté un peu propre et un peu pro de gens qui savaient parler dans un micro. Alors en même temps, ils vous formaient peut-être un peu, ils vous donnaient des conseils, j'imagine. Oui, alors ils nous donnaient un petit peu des conseils sur le débit, sur la façon de parler, etc. Il y a un nom qui me revient, c'est Gilles Turlot. Malheureusement, il est décédé, je crois, il y a quelques années. Le monsieur qui faisait de la lecture de livres et qui était prof de théâtre, je crois, il s'appelait Gilles Turlot, qui avait une voix fabuleuse à l'antenne. C'était extraordinaire de l'entendre. Donc pour en revenir à ces gens-là, oui, ils nous donnaient effectivement des conseils. Et puis de voir leur décontraction devant un micro, ça dédramatisait un petit peu l'angoisse qu'on pouvait avoir de parler dans un micro. Parce que parler dans un micro, je peux te dire qu'au début... t'es pas bien du tout, quoi. Tu transpires, voilà, quand t'as pas l'habitude, c'est pas naturel. Tu te fixes sur le micro, puis t'as peur de, voilà. Donc voilà, c'était, voilà. Je me rappelle aussi de scènes surréalistes où on fabriquait des jingles, mais tous ensemble. C'est-à-dire qu'on faisait des bruits, on se mettait tous dans une pièce et puis avec des magnétophones, on enregistrait des trucs les plus fous qui nous passaient par la tête. Alors quelqu'un qui tombait, comme si quelqu'un tombait d'une fenêtre. Ça se terminait par un bruit sur un tabouret. Ça se terminait par... Et je crois que le slogan, c'était Fréquence 92, c'est vous, c'est nous. Et je crois qu'il y avait cette dimension. Je crois que c'était ça, le slogan qu'on avait trouvé. Donc c'était du genre, tout le monde était dans une pièce et puis on faisait du bruit, on enregistrait des trucs. Puis il y en a qui disaient, ah ça c'est pas mal. Puis on en faisait des petits jingles pour pouvoir, à l'antenne, qu'on répète pas tout le temps Fréquence 92. Parce qu'à l'époque, pour identifier l'antenne, aujourd'hui, il y a des jingles, etc. Et nous, c'était... donc, il fallait qu'on répète fréquence 92 MHz en modulation de fréquence. Ah oui, d'accord. Vous écoutez fréquence 92 sur 92 MHz en modulation de fréquence. Après, bon, aujourd'hui, les gens... Oui, c'est après enregistré. Tu donnes plus la fréquence, et puis les gens disent... un animateur aujourd'hui va te dire, dans une même phrase, il va te dire 4 fois le nom de la radio, parce que comme ça, mais il va jamais te donner la fréquence, tu sais pas si... Évidemment, tu es en FM, parce que c'est une évidence. Ouais. Nous, il fallait qu'on répète bien modulation de fréquence, 92. Maintenant, on renvoie au site Internet, éventuellement. Voilà, maintenant, c'est une autre époque. Donc, il y avait ce côté-là. Je me rappelle d'un réveillon. Alors, on doit être là, puisque tout ça a duré assez peu de temps pour moi, mais fréquence 92, donc... juillet 81, je pense que c'est le passage de l'année 81-82, donc le réveillon du 1er janvier, enfin du 31 décembre 81 au 1er janvier 82, où tout le monde était dans le studio. Moi, je me rappelle, je faisais la navette entre le studio et le Kings avec des coupes de champagne à la main. On avait fait un grand buffet sur la table. Et en même temps, on continuait à faire de la radio, on passait les disques à l'antenne, les gens parlaient. Cette fois-ci, vous aviez fait 24-24 On n'avait peut-être pas 24-24 parce qu'on avait vers 4 heures du mat, mais voilà, mais c'était c'était très c'était très festif. Et en même temps, je te dis, ce souci de professionnalisme. En tout cas, que ça soit propre à l'écoute et varié et voilà quoi. Alors, ça, c'est l'époque pionnière. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, puisque très rapidement, juste pour resituer le contexte, la Charente Libre elle-même avait monté une autre radio parce qu'elle voulait faire pièce à ce nouveau concurrent. Et puis, il y a eu très vite un accord, autant que je me souvienne. Et donc, c'est là qu'a été créée Radio Marguerite par la fusion de Fréquence 92. Tu vas me contredire si je me trompe. Et donc, fusion de Fréquence 92 et de Radio Locale Charentaise, qui était la radio de la Charente Libre, pour faire Radio Marguerite. Et comment ça s'est passé? Quel souvenir tu as de ça? Comment tu l'as vécu, toi, d'ailleurs? Alors, moi, j'ai un peu mal vécu la fin de Fréquence 92, parce que ça s'est... j'arrive pas à bien me souvenir, mais j'en garde une certaine amertume, parce que ça s'est essoufflé forcément, parce que ça s'est un peu essoufflé, parce que c'était tellement pionnier qu'on manquait de moyens.
Et puis du coup, le fait d'être un peu catalogué comme la radio de la mairie, c'était aussi un peu compliqué. Ça pouvait pas aller très très loin, notamment en matière d'information, puisque là, il aurait fallu avoir des moyens. Voilà. Je me rappelle, quand on a commencé à faire vraiment de l'info un peu fouillé, le mot est très, très ambitieux, mais très, très prétentieux, mais sur le terrain avec des magnétos, etc., on est tombé, je crois, dans une période, c'était les élections cantonales. Et c'était compliqué de pouvoir de dire bon ben voilà, il faut qu'on interviewe tous les candidats, quoi. C'est pas parce que c'est la radio, c'est pas parce que c'est la mairie qu'on peut pas interviewer l'adversaire, etc. Je me rappelle m'être trouvé dans des situations un peu inconfortables, ce qui fait que ça s'est un peu délité assez vite. Donc moi je me suis retrouvé effectivement dans une petite période de chômage là, et j'ai été sollicité effectivement. Alors en même temps que, bon, tu rencontreras évidemment d'autres interlocuteurs qui te parleront d'autres radios, parce que pendant l'existence de Fréquence 92, évidemment, d'autres radios ont émis également. Je me rappelle, il y avait Radio 100, qui est devenue, je crois, après Renaissance, je ne sais plus si c'était la même. Il y avait une radio sur la fréquence 102. Après, il y avait à Cognac, il y a eu Radio Feuille de Vigne, etc. Puis après, d'autres radios qui se sont montées. Et effectivement, la Charente Libre, qui avait... créer une radio, qui a en tout cas occupé une fréquence qui était, je ne me rappelle plus quelle fréquence, mais ils émettaient depuis un espèce de bunker, c'était un sous-sol d'un magasin dans la rue piétonne. Il y a une petite, en haut de la rue piétonne, il y a une petite galerie commerçante. Une petite galerie Maringo, je crois, ça s'appelait. Oui. Il y avait un magasin ici. Oui. Et dans ce magasin, il y avait une espèce de trou, on ne peut pas dire autrement, avec un escalier qui descendait un sous-sol. Et ici, il y avait... des grandes bandes de musique qui tournaient dans un sens, et quand elle arrivait à un bout, elle se mettait en reverse, et elle partait dans l'autre sens. Voilà, et il faisait une matinale simplement avec Marie-Paul Lang. Voilà. Alors il y a eu aussi les journalistes, au début je crois que c'était les journalistes de la Charente Libre qui à tour de rôle allaient s'y coller. Je pense que c'est un souvenir sûrement assez douloureux pour certains, peut-être rigolo pour d'autres. Il y a eu effectivement Marie-Paul Lang, qui était une journaliste de la Charente Libre, qui avait, je crois, une certaine expérience. Je crois, elle venait du Luxembourg. Et elle avait déjà travaillé pour une radio. Même peut-être pour RTL, je ne sais pas. Oui. Et donc, à un moment donné, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vivable et qu'il fallait pour occuper... voilà. Donc moi, je me suis retrouvé avec un autre garçon qui s'appelait Manfred Percheron. On s'est retrouvés tous les deux à faire les matinales de cette radio. C'est-à-dire, effectivement, alors là, notre travail consistait à faire un journal, à bricoler un journal. Alors de cette radio, donc là c'était Radio Marguerite. Là non, ça c'était RLC encore. Pendant quelques mois j'ai bossé. T'as bossé pour RLC, ouais. D'accord. Donc là on était l'un en face de l'autre, il y avait là aussi un truc. Donc là on arrivait, la musique tournait quand le magnétophone s'était pas arrêté ou s'était pas bloqué sur le reverse. Donc on prenait l'antenne, on faisait notre journal, je crois que c'était de 7h à 9h30, enfin, je ne me rappelle plus du créneau. Et on repartait, on revenait faire un journal, je crois, un flash à 12h30, et on revenait faire un journal à 18h30. On n'était que deux pour faire ça, et on se relayait. Un coup, c'était lui qui assurait la technique, le lendemain, c'était moi. Et pendant ce temps-là, Fréquence 92 continue d'émettre. Fréquence 92, je crois pas. Je crois que Fréquence 92, je me rappelle plus. Je crois que Fréquence 92 n'émettait plus. Honnêtement... Ce qui prouve bien que j'en garde, je crois, une amertume un petit peu, c'est que je ne me rappelle plus de quelle façon c'est arrêté Fréquence 92. Là, il faudra vraiment que tu trouves... Je ne me rappelle plus comment ça s'est arrêté. Il me semble que c'est la fusion entre RLC et Fréquence 92. Et donc, là, je me suis retrouvé là avec... Tiens, tu parlais d'anecdotes tout à l'heure, des anecdotes sympas comme ça. Le matin, c'est très dur quand tu arrives comme ça. Les matinales, c'est quand même un rythme assez pénible. Et comme on faisait la technique, donc chacun notre tour, je me rappelle un matin, c'est Manfred Percheron qui faisait la technique, et pendant que je fais mon journal, il s'est endormi. Et donc à chaque fois que je lui lançais, je lui disais le bobino pendant que je parlais, je faisais, il voyait pas, donc puis il s'était endormi comme ça, il s'était mis la tête, il a voulu se reposer 2 minutes sur le petit boudin en cuir qu'il y avait ou en sky qu'il y avait sur la table de mixage, il s'est endormi. Et donc, il a fallu que je refasse mon journal 2 fois pour qu'il se réveille. Donc, je suis arrivé au bout de mon journal et je savais plus quoi dire parce que je n'allais pas me lever. J'ai pas eu le réflexe de me lever, d'aller pousser le bouton. Donc, j'ai recommencé mon journal. Il s'est réveillé. Donc, ça, c'était assez drôle. Et on a travaillé, je crois, 3 mois comme ça. Et entre-temps, effectivement, et pendant ce temps-là, il y avait effectivement des accords qui se négociaient entre la mairie et la Charente Libre. Il y avait la municipalité d'Angoulême, la Charente Libre, donc pour les 2 fréquences. Et après...
ça s'est structuré avec effectivement la participation des chambres consulaires, je crois notamment, et d'une banque. Crédit Mutuel. Je ne me rappelle plus si c'était le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'était le Crédit Mutuel. Et il y avait chambre de commerce, chambre d'industrie, etc., etc. Et tout ça donc a créé une association. Une association pour faire une radio à ce moment-là qui serait effectivement beaucoup plus indépendante. Et ils ont fait appel pour monter ça à expérimenter des radios locales et pirates avant même. Il y avait un qui s'appelait Jacques Dupont, qui est aujourd'hui au Point, qui s'occupe notamment de la rubrique 20 au Point. Et il y avait un garçon qui s'appelait Pierre Crisol. C'était un pseudo, je crois, qui ne s'appelait pas Pierre Crisol, mais nous on le connaissait comme ça. Pierre Crisol et Jacques Dupont, qui ont constitué une équipe. Et donc, ils sont allés chercher un petit peu les gens qui étaient, qu'ils estimaient avoir le plus de compétences, entre guillemets, dans les radios qui existaient, etc. Là, on entrait dans une démarche plus professionnelle. On entrait dans une démarche plus professionnelle. Et rémunérée, là, ça changeait du bénévolat. À RLC aussi, j'étais rémunéré. Fréquence 92, donc je l'étais en étant le seul. Mais voilà, très petitement. Et bon, voilà. RLC, donc là je l'étais puisque j'étais salarié de la Charente Libre et donc là on entrait dans une démarche effectivement beaucoup plus professionnelle avec des gens qui arrivaient donc pas seulement de Charente puisque Pierre Crisol et Jacques Dupont avaient des connaissances un petit peu partout dans le milieu de la radio, et là ils ont constitué une équipe où on a quand même retrouvé quelques éléments de radio de fréquence 92, je pense notamment à Jean-Louis Mathieu, Patrick Touzin, moi, et puis toute une série de bénévoles qui venaient avec leurs disques qui sont passés par là. Je pense à un nom comme ça qui me vient, c'était Manuel da Silva, qui est très connu en Charente, qui lui intervenait notamment le week-end. Donc ça, c'était des gens qui étaient à fréquence 92 et qui ont suivi le mouvement, toujours en tant que bénévole. Avec vraiment, sans eux, c'était pas possible d'assumer une grille. Sur la journée. J'insisterai jamais assez. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur le rôle des bénévoles qui ont fait tout ça. Et voilà, donc la grille, là, c'était une vraie grille de radio en termes d'infos, là, on avait vraiment, on était structuré puisque l'équipe d'information, à ce moment-là, est allée jusqu'à 5 journalistes. Donc il y avait Agnès Maroncle, une fille qui arrivait de La Rochelle, Manfred Percheron, Gilles Marinet, qui était le responsable de l'antenne, de la rédaction, qui est parti ensuite, et peut-être est-il toujours d'ailleurs à France 2, et moi. Et je me rappelle avoir travaillé avec un garçon qui a fait un passage, qui s'appelle Christophe Boucher. Et certains se rappelleront, le nom dira quelque chose, parce que Christophe Boucher est devenu bien plus tard président de l'Olympique de Marseille. Et donc on était une équipe de 5 journalistes au plus fort de l'organisation de cette radio, avec là aussi des animateurs, mais là on n'était plus bénévoles, quoi. C'était des animateurs. Il y avait 5 journalistes salariés, il y avait 2 ou 3 animateurs, je crois, qui étaient permanents salariés, plus une fille qui s'appelait Véronique, qui assurait l'accueil, le secrétariat, etc. Et donc là, là, on peut dire que c'était très directement sous la coupe de la Charente Libre qui finançait, ou du groupe Sud-Ouest. Le financement, je pense, était... Non, je pense que honnêtement, le financement était supposé être réparti assez équitablement, puisque, municipalité... chambre consulaire, banque, tout ça, plus le journal. Non, je pense que c'était assez équitablement réparti. Là, il y avait vraiment des bulletins de salaire, etc. Et donc une association gestionnaire qui était présidée par Louis Duport. Qui était présidée par Louis Duport, qui était un archéologue départemental, et je pense que l'association devait s'appeler ADIAC, si j'ai bonne mémoire, qui était l'Association pour le développement de l'information audiovisuelle en Charente. D'accord. Je pense que c'était le nom de l'association. Donc là, c'était très, très officiel. Et en termes d'infos, là, on avait... on faisait du travail de terrain. Il y avait les gens qui présentaient les journaux. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de présentations de journaux. On avait un premier journal, je crois, à 6h30 ou 7h, enfin un flash. On avait un journal à 7h30. On avait une revue de presse. On avait un flash, un rappel des informations à 9h. On avait un flash à 12h30. Et on avait surtout un vrai journal à 18h30. Et
peut-être toi pourrais-tu me le dire mieux que moi à l'époque, mais je pense qu'à l'époque, notre journal de 18h30, à une époque où on était 5 journalistes, était même suivi par la Charente Libre. Le Charente Libre écoutait, au cas où ils auraient, comme on dit dans le jargon, pas pris un râteau par hasard par ces petites équipes de radio, parce qu'on était sur le terrain et on était... et il y avait une vraie audience qui, si j'en crois Loïc Hervouette, qui était le patron de la Charente Libre à l'époque et aussi le directeur un peu exécutif de la radio, dépassait y compris les radios nationales ici localement. Là, il y avait effectivement une vraie audience. Ça a été le pic de la FM en Charente, on peut dire. Peut-être que oui, parce qu'en plus, il y avait les prémices. Moi, j'ai participé donc à ça aussi, y compris, je crois, à Fréquence 92, les retransmissions sportives. C'était quelque chose de nouveau à l'époque. Je veux dire, même si, alors à l'époque, c'était l'ASAC, l'AS Angoulême-Charente. Nous, football était encore, je me rappelle, quand j'étais donc à Fréquence 92, ou même Radio Marguerite au début, je ne me rappelle plus, en deuxième division. Mais les retransmissions, par exemple, les retransmissions, il y avait les retransmissions à la radio ou à la télé de Marseille ou Saint-Étienne, mais les gens n'entendaient jamais parler de la AS Angoulême. Et nous, on allait faire des retransmissions au stade avec le téléphone, on dévissait le truc, on mettait 2 pinces, je crois que c'était des pinces, je ne sais pas qu'on appelait ça, des pinces crocodiles, et avec un son plus ou moins, je me rappelle avoir eu un consultant avec moi qui s'appelait Monsieur... comment il s'appelait, Monsieur Brunet, je crois, qui était donc avec casque et tout. Alors, on avait plus ou moins le droit, plutôt moins que plus d'ailleurs dans la tribune de presse, parce qu'il y avait des vieux journalistes. Connu Lucien Reynaud, qui était à l'époque le journaliste du service des sports de la Charente Libre. Qui grognait un peu. Et qui, pour lui, il n'était pas question de laisser rentrer le doux hurluberlu que j'étais, qui parlait dans un téléphone pour raconter le match. Et tu faisais du bruit en plus, tu le dérangeais. Je faisais du bruit, donc il n'était pas question que j'aille dans la tribune de presse, donc je faisais ça dehors. Voilà. Mais il y avait 5000 personnes au stade, et autant, peut-être, je ne sais pas combien écouter, mais c'était... il y avait effectivement une vraie... Une vraie audience quand on allait faire, je sais pas moi, une retransmission d'un match de basket à Limoges, toujours par téléphone, etc. Enfin voilà, il y avait effectivement une vraie audience. Et alors là, le côté pionnier, il n'y était plus là. On était vraiment rentré, pour moi en tout cas, dans une démarche plus traditionnelle, ça a l'air. Ouais, plus pesante aussi du coup, parce qu'avec un vrai souci d'efficacité, etc. Alors heureusement, il restait quelques plages un petit peu de décontraction. Je me rappelle avec Jean-Louis Mathieu avoir commenté, avoir fait une retransmission du circuit des remparts dans une caravane jaune qu'on était allé chercher chez des confrères de Radio 100 à Bordeaux, je crois. Ils avaient une caravane donc cette caravane avait été installée, je crois, sur la place New York, et donc on émettait d'ici. Je me rappelle, alors je me mélange un peu les crayons. Il y avait des émissions décentralisées. Je me rappelle avoir fait des émissions de radio sur la place à Aubterre. Je me rappelle plus si c'était Fréquence 92 ou Radio Marguerite, ou alors pas RLC entre les deux parce qu'il n'y avait pas les moyens. Peut-être c'était Radio Marguerite, je pense. Mais à Radio Marguerite, c'est pareil. Tous les artistes qui passaient à l'époque au Mazouing, qui était l'ancêtre pas l'ancêtre de la vie culturelle d'Angoulême, mais en tout cas hors programmation théâtre. Voilà, c'était un café privé, mais associatif. Je me rappelle, il y a plein de gens ici qui sont passés. Je me rappelle une des premières représentations des Rita Mitsuko, par exemple. Voilà, ils sont passés au Mazouing, ils sont venus à la radio, ils étaient interviewés, etc. Je me rappelle. Donc il y avait moi j'étais un peu touche à tout parce que le sport, il y avait que moi que ça intéressait grosso modo, donc je faisais beaucoup je présentais le journal des sports, le week-end était chargé parce que je faisais le journal le samedi matin, je faisais la matinale du samedi, je faisais les retransmissions le soir, fallait que je revienne faire mes montages, je faisais la matinale du dimanche, plus le journal des sports le dimanche soir, c'était bien rempli, mais il y avait plein de plages comme ça où on interviewait des artistes. C'était très intéressant. Des artistes, y compris, qui sont devenus célèbres. Tu citais Rita Mitsuko, mais si je comprends, il y a eu aussi une grosse collaboration avec Musique Métis. À l'époque, c'était Festival de Jazz Angoulême. Et vous avez interviewé même Johnny Clegg et tout ça. Alors moi, je ne sais plus si j'étais... je crois que je n'y étais plus. J'étais parti à la Charente Libre parce que, du coup... Lucien Reynaud, donc, qui ne voulait pas que je rentre dans la tribune de presse parce que ça faisait trop de bruit quand même et que c'était pas pensable de commenter un match de football au téléphone. Il avait dû repérer un petit peu malgré tout que j'étais passionné, et c'est lui qui avait un peu
qui avait T'avais dit prendre amitié. Ouais, au sport, il dit le jour où je prendrai ma retraite, il dit ça serait pas mal que tu nous rejoignes. Et comme Loïc Hervouette, effectivement, était très impliqué dans le fonctionnement de la radio, c'est par cet intermédiaire-là que je me suis retrouvé à la Charente Libre en 1984. Donc en fait, moi j'ai commencé à la radio en juillet 81. Juillet 81 jusqu'à pendant un an, donc fréquence 92. Après, j'ai dû faire l'été 82 à RLC, et à l'automne, je crois que Radio Marguerite a dû commencer d'émettre à l'automne 82. Et là, je suis resté de 82 à 84, jusqu'à l'automne 84. En 84, je suis arrivé à la Charente Libre. Et donc, cette période, effectivement, de Radio Marguerite a aussi été une période riche, parce qu'effectivement, il y avait moins le côté pionnier, quoique. Le côté organisation de l'info, c'était quand même passionnant de mettre en place autre chose que les journaux et que l'information en images, parce que les informations en images, comme il n'y avait pas de station, enfin, toi tu t'en souviens aussi mieux que moi, mais les reportages de FR3 sur la Charente étaient quand même assez peu nombreux, c'était très axé. Puis c'était à J+2 quasiment. Voilà, c'était très axé Poitiers. Et donc du coup, une info vivante qui arrivait au jour J, et non pas à J+1 avec le journal, ça c'était nouveau. Les gens, ils n'avaient pas l'habitude à 18h30 d'entendre à la radio ce qu'ils allaient lire dans le journal le lendemain. Alors pas tout évidemment, mais lorsque l'équipe a vraiment trouvé son rythme, ça c'était vraiment nouveau pour les gens. Il y avait un vrai journal 18h30 et c'était un rendez-vous pour les gens. Voilà. Et c'était l'info du jour, pas l'info de la veille. Voilà. Et ça, c'était vraiment nouveau. Idem pour le sport, c'était les commentaires de l'événement, de l'instant T. Quoi. Avec des bobinots, avec des reportages sur place, etc., des interviews. Et avec là, des vrais trucs, des journaux structurés, avec effectivement, quand tu faisais ton journal, tu avais le rédacteur, le reporter qui faisait son truc à la machine ou à la main, il avait son papier, il te laissait son lancement, son bobino. On avait les bobinots entassés sur un truc comme ça, avec les papiers qu'elle est avec, donc on les prenait dans l'ordre, on fabriquait l'ordre des bobinots, on mettait nos papiers, on montait nos bobinots qu'on numérotait, des petites galettes comme ça grises, on les montait les unes après les autres pour faire une grosse bobine de journal, et là il y avait un technicien en face de toi, tu faisais ton journal, on avait donc le lancement, je me rappelle, moi mes papiers, je suis un garçon méticuleux, ceux qui me connaissent le savent, donc c'était écrit, tout était écrit, il n'y avait pas d'improvisation. Et j'avais mon lancement, un petit truc, Bob, comme ça, j'en sais, paf. Et il y avait un journal qui faisait une demi-heure, avec, c'était structuré, avec les fausses ouvertures, les titres, le bonjour, enfin voilà. Ça, c'était... Alors, le professionnalisme, ça concernait surtout la rédaction. Il restait quand même toute une dimension bénévole quand même à cette radio aussi. Restait toute une dimension bénévole, mais malgré tout, là aussi, avec une présence à l'antenne d'animateurs qui assuraient une... D'accord. Les animateurs étaient des professionnels. Une cohérence, quoi, par exemple. La partie bénévole restait la partie bénévole, mais pas au sens... faut pas que ça soit pris... je voudrais pas que ça soit pris dans ma bouche comme quelque chose de péjoratif. Au contraire, ces gens-là étaient indispensables, encore une fois, avec la professionnalisation un petit peu de la radio. On n'aurait pas pu faire une radio avec 7 personnes ou 6 personnes salariées. Enfin, ces gens-là étaient évidemment indispensables et apportaient une diversité et une ouverture d'esprit à la radio qui était essentielle. Et on les retrouvait plutôt le soir ou plutôt le week-end. Parce que là, il fallait bien aussi que... Voilà. Et c'était extraordinaire. Il y avait des chroniques sur l'automobile, il y avait des chroniques donc, sur la musique moins moderne, plus populaire, la musique, je sais pas moi, l'accordéon, etc. Enfin, c'était vraiment... non, ces gens-là avaient encore leur place, heureusement, et évidemment qu'ils avaient leur place dans la grille et dans l'écoute et dans l'âme de ces radios-là, même avec la professionnalisation. Alors, je me souvenais plus que tu étais parti dès 84, donc tu as dû voir ensuite la radio de l'extérieur, puis de la Charente Libre. Ouais. Quel regard t'as jeté sur les années qui ont suivi ? Les années qui ont suivi, honnêtement, j'ai eu un peu de mal parce que j'aurais vraiment voulu continuer la radio. Bon, ça s'est mal terminé pour moi parce que, pour des problèmes aussi d'ambiance personnelle, etc., j'ai pas pu continuer, mais j'aurais voulu vraiment continuer. J'ai eu une opportunité par Jacques Dupont, notamment à Chartres. Après, ça s'est pas fait pour des raisons familiales, etc., mais vraiment, je crois que j'étais plus fait pour la radio que pour la presse écrite. Autant, je me suis retrouvé devant une machine à écrire, à galérer, à suer sang et eau pour écrire...
pour écrire un feuillet. Autant tu me larguais devant un micro et j'étais capable de parler pendant 3 pas de heures. soucis. J'avais pas de soucis, j'étais bien, j'étais à l'aise, ça me plaisait, ce côté instantané, interactif, voilà, ça me plaisait beaucoup. Donc après, j'ai suivi ça d'un petit peu loin. Et puis j'ai surtout été extrêmement, évidemment, comme tous ceux qui ont connu le démarrage, extrêmement choqué, déçu, amer de voir que ça a été absorbé par des grands groupes. Alors Europe 2, mais j'en veux pas à Europe 2, hein, voilà, mais ça s'est noyé, la spécificité de ces radios-là, c'est noyé dans les grands groupes, avec des décrochages, mais bon, des décrochages, ça vaudra jamais 24-24 d'écoute locale avec, voilà. Et donc ça m'a laissé beaucoup de... À titre personnel, un peu d'amertume, quoi, parce que j'ai dit, c'est dommage que cette aventure-là n'ait pas pu continuer à grande échelle. Alors évidemment, elle a continué avec d'autres radios. Là où on est aujourd'hui, c'est vraiment l'émanation même, elle est restée sur le terrain, même si il y a une notion de groupe, mais ça reste à l'échelle régionale. Ouais. Mais voilà. Et surtout, c'est sur une base fédérale, reste un groupe associatif. Voilà. Ouais. Après, il y a quelques radios, je crois, qui sont restées, mais... Bon, aujourd'hui, je veux dire, avec le RDS, tu passes, t'écoutes Nostalgie ou Europe 2 ou Virgin, tu traverses toute la France, t'as le même programme, c'est la même voix, c'est exact. Avant, t'arrivais, tu trifouillais au début sur la bande FM, et puis tu savais tout de suite si t'étais dans le Berry, si t'étais en Corse ou si t'étais dans le Nord, quoi. Enfin, le mec qui parlait à l'antenne, tu savais d'où il était, quoi. Voilà. Le mec, s'il était de Béthune ou de Saint-Amand-les-Eaux, il avait évidemment pas la même voix que le mec qui était de Carcassonne, quoi. Ou d'Angoulême avec le bon vieux accent charentais que je peux avoir. Bon, ce dont il faut se souvenir, que c'était une belle époque. ouais, vraiment, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de avoir avoir vécu ça, même pas longtemps, mais en tant que pionnier, avec ce sentiment-là, d'avoir donné naissance à quelque chose, vraiment d'un nouveau média, etc., quelque chose de hyper enrichissant. Et j'oublierai jamais tout ça, je sais pas, je t'ai peut-être pas donné beaucoup d'anecdotes, mais moi, mais tu vois, quand vas-y, il est encore temps. Je regardais l'heure en même temps, mais je veux pas vous prendre trop de temps. Mais non, mais on est à tout quand le temps. tu vas, par exemple, c'est un truc tout bête. Je citerai pas son nom parce que le pauvre, je voudrais pas lui faire injure, mais quelqu'un, par exemple, qui était atteint d'un bégaiement très prononcé. Et qui est venu nous voir un jour en nous sollicitant, en disant, voilà, j'aimerais bien travailler, j'aimerais bien venir faire de la radio chez vous. Et il est venu nous le demander, évidemment, avec un bégaiement prononcé, vraiment un bégaiement très prononcé. Tout le monde s'est regardé en disant, mais ça va pas le faire. Ça va pas être possible, quoi. Ce type-là, on l'a mis derrière un écran, il s'est mis derrière un micro, il a dit, mais donnez-moi donc beaucoup plus difficilement que ce que je dis là, mais sans me moquer, évidemment. Et il a dit, mais laissez-moi vous montrer. Ce type-là s'est mis derrière un micro, son bégaiement disparaissait instantanément. Ouais. C'était un animateur. À l'époque, un jeune animateur, il était capable d'animer l'antenne avec beaucoup d'enthousiasme, etc., sans aucune trace de bégaiement. RLC, il y a eu Jean-Pierre Dufresne qui lui aussi confrère Jean-Pierre Dufresne qui bégayait, et quand il était derrière le micro, impeccable, il était guéri. Voilà. Après, des expéditions pour aller tomber en panne d'émetteur, pour aller chercher un émetteur. Je me rappelle m'être retrouvé avec mon vieil ami donc Jean-Louis Mathieu un soir dans sa R12 Gordini, est obligé de partir. On est parti à Royan, je sais pas quoi, chercher un émetteur de rechange parce que le nôtre était en panne ou a été donné des signes de faiblesse. Donc Jean-Louis qui avait le pied lourd et le volant, le coup de volant énergique. On s'est retrouvé donc à Pontaillac à chercher un truc avec ce garçon qui bégayait. Là, je me rappelle, on est parti à Bayonne, toujours chercher du matériel. Ça se décidait toujours d'un moment. Il faut un type, faut aller à Bayonne chercher un matériel. À Bayonne, bon allez, on prend la bagnole. On partait à Bayonne. Toutes ces petites anecdotes là faisaient le sel, le charme, comme les découvertes de disques. Aujourd'hui, il y a un truc qui serait inimaginable, par exemple, avec le poids, par exemple, des maisons de disques, etc. Il y a un vrai poids. Je veux dire, les radios, aujourd'hui, elles diffusent aussi... elles sont pas sous la contrainte ni la menace, mais il y a le poids du marketing, de la politique, le lancement d'un disque, etc. Nous, à l'époque, on allait chercher des disques. C'est-à-dire, quand tu dis, quand tu dis à quelqu'un, on diffusait sur fréquence 92 du Barclay James Harvest, aujourd'hui, qui connaît Barclay James Harvest, tu vois, une espèce de groupe allemand des années 70, complètement
aujourd'hui qui paraîtrait complètement improbable, qui a un magnifique groupe qui faisait des morceaux magnifiques. Et je me rappelle donc que Frédéric Faye, donc quand il était à l'antenne, quand je quittais la radio, je disais tiens, j'ai dit j'aimerais bien écouter quand je serai en voiture tout à l'heure du Barclay James Harvest. Il m'a dit bon ok, je te passe un Barclay James Harvest à 10h30 par exemple. À 10h30, paf, je savais que j'avais mon Barclay James Harvest à la radio. Bon, on arrivait avec nos piles de disques. Moi je me rappelle avoir eu, je m'étais mis en cheville. J'ai aussi animé parce que je faisais aussi à un moment donné de l'animation. Entre midi et 2, on avait remplacé les dédicaces, je crois. Il y avait une partie dédicace, mais j'avais créé une petite émission qui s'appelait, je ne voudrais pas dire de bêtises, La carte ou le menu. Alors, je m'étais creusé la tête pour trouver un truc, la carte ou le menu. Alors aujourd'hui, si je te dis la carte ou le menu, tu vas dire, mais pourquoi ça veut dire quoi? Alors, je m'étais dit, bon, je suis entre midi et 2, donc il faut un truc qui sonne un peu manger. Et puis je me disais la carte ou le menu. Alors, le menu, c'est le truc imposé. Alors, le truc imposé, c'est je programmais des disques. Et puis la carte, les gens pouvaient choisir, etc. Donc, en fait, voilà. Et puis après, le truc imposé, c'était, en fait, je leur imposais des phases B. À l'époque, on avait encore des 45 tours. Et les phases B, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, on n'écoute que les phases A, c'est bon, c'est bien, c'est des tubes, mais pourquoi pas faire découvrir d'autres choses. Donc je m'étais mis en cheville avec le disquaire de la rue Ludovic Trarieux, Diapason, je crois. Et j'allais jouer le jeu de façon très sympa. Il m'avait fait une petite mallette avec un autocollant Diapason dessus, et donc j'allais le voir. Et on faisait un choix de disques ensemble, et je passais ça le midi, etc. Bon, j'ai passé des trucs sûrement complètement improbables, mais bon, voilà, ça avait le mérite de passer sur l'antenne, etc. Je me rappelle d'un matin, alors bon, Patrick Touzin, je me rappelle, 2 fois, il est arrivé complètement enthousiaste, mais sans même les avoir entendus vraiment à la radio avant le matraquage qu'il y a pu y avoir. Il arrivait avec un petit 45 tours, avec, je me rappelle, une pochette dessinée, je crois, avec un espèce de... comme une cible, ça, avec des raies rouges. C'était Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Alors, ça ne dira peut-être pas grand-chose à des jeunes aujourd'hui, mais c'était un 45 tours qui a fait un tube monumental. On a été parmi les premiers à Fréquence 92 à le diffuser localement, parce qu'il est arrivé, il avait écouté ça en tant que disquaire. Il dit, oh, c'est génial, tu vois. Alors, le matin, imagine, à 6h30, les gens, ils avaient droit à chacun fait ce qui lui plaît. Enfin, lui plaît. Voilà, c'était pas forcément adapté à l'heure, mais au moins, voilà, il est arrivé un matin avec un 33 tours, à l'époque on disait un 33 tours, d'un groupe qui a fait fureur après dans les boîtes de nuit, les discothèques, qui s'appelait, du coup j'ai oublié, je crois, Imagination. Et il était fanatique de ce groupe-là, donc tous les matins, il mettait son Imagination, il mettait 2-3 morceaux. Je te dis des morceaux alors comme c'était des fois très typé discothèque, voilà. Donc on avait une espèce cette espèce de liberté de pouvoir diffuser à peu près ce qu'on voulait, même si des fois c'était un peu, on essayait de rester, on disait bon, il y avait des gens qui nous rappelaient à l'heure, disant au bout de 3 minutes là c'est bon, faut changer, enfin c'est trop long, un morceau de 6 minutes c'est pas possible, ça peut pas marcher. Mais il y avait cette liberté là, cette liberté de ton, cette possibilité d'inventer des choses qui était vraiment plus le côté pionnier et puis copain, quoi. Il y avait quand même une solidarité, je pense, j'imagine. Ouais, c'était... bon, ça n'empêchait pas les tensions, hein, ça n'empêchait pas les coups de gueule, parce que comme dans tout groupe comme ça, où tu dépenses beaucoup d'énergie pour des trucs, chacun y va de son... Enfin, chacun s'investit aussi beaucoup, quoi, et a envie de donner son avis, sa teinte, sa couleur au truc. Et donc, il y avait des fois, on n'était pas d'accord. Hein, il y avait des coups de gueule. Et puis après, comme dans tout groupe comme ça, où tu vis beaucoup les uns avec les autres, tu t'entends pas avec tout le monde, donc il y a eu des coups de gueule. Mais il y avait cette liberté de ton à l'antenne qui me permettait, enfin là aussi c'est ahurissant, je veux dire, moi j'étais donc journaliste entre guillemets, parce que je me sentais pas encore là forcément d'un journaliste, mais bon, je faisais donc du journalisme, un peu d'animation, etc. Le matin, celle qui est devenue mon épouse par exemple, je lui faisais des petits clins d'œil le matin à l'écran, à la radio, par exemple, l'antenne, ouais. À l'antenne. Et bon, elle n'était pas tout à fait libre encore. Mais bon. Mais par exemple, voilà, j'arrivais à glisser. Elle écoutait, elle savait que c'était moi à l'antenne. Et par exemple, après mon journal, à 9h, ou entre les deux, tu vois, je pouvais dire, ouais, la petite dame là, qui habite à tel endroit, c'est un petit... c'est ahurissant aujourd'hui de pouvoir se dire qu'un mec, un animateur, il va pas faire un clin d'œil à sa fiancée à l'écran, ou alors c'est carrément assumé et tu as une rédaction entière ou plein d'animateurs autour pour en rigoler. Mais à l'époque, tu étais deux, voilà, ça me permettait de lui faire des petits clins d'œil ou de se donner rendez-vous. J'ai bientôt fini, on peut se retrouver
au bar du Saint, ça s'appelait le Commerce à l'époque, non ce qui a remplacé, qui est devenu le Saint-Martial en face. Oui, c'est le Commerce. Le commerce. Ouais. Bon, on se retrouve à 10h30 au Commerce pour aller prendre le petit déjeuner. Ouais. Enfin, c'est pas pensable. C'est pas pensable aujourd'hui, mais il y avait cette liberté de ton que tu pouvais glisser comme ça sans que ça choque personne. Personne n'a passé un coup de fil comme ça serait aujourd'hui outré en disant comment ça vous avez invité votre petite amie à prendre le petit déjeuner à 10h30, mais enfin, c'est pas possible. Bon, là, les gens disent, tiens, ses copains. On avait des gens qui venaient faire leurs dédicaces dans le studio. Ils venaient, alors, je me rappelle des gens d'une équipe, là, des gens qui travaillaient à l'île d'Épagnac, dans une entreprise qui s'appelait Natel, je crois. Qui existe toujours. Il y avait tout un petit Traitement groupe. De chèque. Voilà, au lieu de. Entre midi et deux, il y avait un pote, là, un gars qui venait, des fois avec ses enfants. Il venait le week-end avec ses gosses, puis des fois entre midi et deux. Bon, ben, il se passait des dédicaces entre eux, ils étaient là. Il y en avait un qui était dans le studio, l'autre, tu vois. Enfin, voilà, quoi, c'était vraiment spontanéité. Ouais, c'était vraiment génial. Il y avait une proximité que, évidemment, aujourd'hui, ce média-là n'a plus. Enfin, je crois pas, en tout cas. Qu'on retrouve peut-être dans l'internet avec les Facebook, etc., où les gens parlent sans contrôle d'une certaine façon. Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse, mais il n'y avait pas cette méchanceté, cette agressivité qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, moi, donc, qui suis commence à me faire un peu vieux, je suis donc classé dans la catégorie senior, et fait que tu m'interviewes sur les radios locales, le début des radios locales, ça ne me rajeunit pas, mais donc c'est vrai qu'il y a ce côté pionnier, mais justement, moi ce qui me choque, c'est ça, c'est cette agressivité, cette méchanceté qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, où rien n'est, aucun écart n'est pardonné. À la radio, il n'y avait pas ça. Il y avait la même possibilité justement de s'exprimer, mais de la tolérance derrière. Ouais. Mais derrière, voilà, les gens s'insultaient pas. Et puis de toute façon, on était quand même sur l'antenne. Alors, ce qui n'existait pas, par exemple, à Fréquence 92, on ne pouvait pas faire intervenir les gens sur l'antenne parce qu'on n'était pas équipé pour. Après, ça a été le cas à Radio Marguerite, où on avait un petit bouton, on appuyait sur le bouton, les gens pouvaient intervenir à l'antenne. On avait le téléphone. Voilà, donc les gens intervenaient à l'antenne. Donc là, on avait aussi une responsabilité. On ne pouvait pas laisser dire tout et n'importe quoi. Et puis, mais je me suis jamais trouvé confronté. Le souvenir que j'en ai, je me suis jamais trouvé confronté à des gens agressifs, méchants, etc. Il y avait des gens qui pouvaient éventuellement nous dire, et encore même pas, j'ai même pas de reproches, j'ai pas le souvenir de reproches. Il n'y a pas eu de râleurs. J'ai pas souvenir. Alors s'il y en a eu, ils étaient noyés sûrement dans l'enthousiasme général. Les gens étaient tellement contents qu'on parle d'eux. Tu peux pas imaginer ce que ça peut représenter à l'époque. Quand tu te retrouves avec une table de camping, 5 chaises autour, des micros sur la place Ludovic-Trarieux à Opter, ou dans la minuscule, ce qui était la minuscule pièce de l'office de tourisme de Blanzac, à faire des émissions décentralisées pour parler uniquement d'eux. Oui. Uniquement d'eux. On faisait rien d'autre que dire, alors, les présidents d'associations se succédaient au micro, etc. Enfin, Des gens à qui on n'avait pas l'habitude de donner la parole. Des gens qui lisaient des informations dans le journal les concernant, le journal local, mais voilà. Mais c'est pas eux qui parlaient. Là, ils s'installaient sur la place Trarieux derrière un micro et on disait, alors monsieur, machin, vous êtes président de... Alors, votre association, qu'est-ce qu'elle fait, combien vous êtes, et quels sont vos projets, nanana. Et ils parlaient, quoi. Et tu avais le maire qui parlait de sa commune, de la baignade de Blanzac, de Brossac en bas, des projets, du label plus beau village de France. Enfin, donc les gens, ils pouvaient pas être... Enfin, il n'y avait pas de raison qu'ils râlent vraiment, quoi. Ils avaient un espace de liberté nouveau pour eux, où ils pouvaient s'exprimer, voilà. Et en même temps, les auditeurs eux-mêmes avaient cette espèce de proximité dont ils profitaient, mais de façon bienveillante. Ouais. Et sans... Je me rappelle, donc, quand je te disais tout à l'heure qu'à Fréquence 92, les studios étaient ouverts, en même temps, j'ai jamais vu d'émeutes dedans, et les gens n'ont jamais... Alors, peut-être que je dis pas qu'on s'est pas fait piquer un ou deux disques, j'en sais rien, puis on en avait assez pour que ça se voit pas, donc... mais même pas, enfin, je veux dire, ça serait faire injure aux gens qui sont venus nous voir que d'imaginer qu'ils aient pu avoir envie d'emmener un disque. Enfin, c'est même pas envisageable. Ces gens-là étaient là, ils étaient contents, ils étaient derrière la vitre, ils étaient contents de voir quelqu'un, d'abord voir un studio, comment on parle, comment ça se passe. Voilà. Non, c'était vraiment un moment d'une... Bon, en plus, il y avait le contexte. Enfin, je veux dire, toute idéologie et toute idée politique mise à part, 81, enfin... On est dans une...
bon, on y croyait. Une période d'espoir, éventuellement. On sort quand même de... Voilà, on sort politiquement aussi, on sort de... Enfin, je veux dire, à la télé, c'est l'ORTF, c'est les chaînes, voilà, il n'y a pas beaucoup. Bon, voilà, et Canal+, c'est pas encore là. La 6, c'est pas, je crois qu'hier soir, à la télé, il fêtait les 30 ans de M6, et la 6 n'était pas encore là, la 5 non plus. Canal+, il n'était pas. Il y avait 3 chaînes, hein, si je ne veux pas dire de bêtises. Oui, là, il y a eu simultanément une éclosion de médias nouveaux, comme ça n'avait jamais été le cas avant. Il y avait, en 81, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 3 chaînes de télé, et après, la bande FM, il y a juste France Inter qui est en modulation de fréquence, France Musique et France Culture, je crois. Tout le reste, c'est interdit. C'est réservé, notamment, parce qu'on dit c'est réservé à l'armée, au secours, etc. Et sur la bande, l'autre bande, tu as France Inter, Europe 1, et RTL. RTL, RMC, et puis... Sud Radio, des petits trucs comme ça. Et encore pas dans tout le territoire français. Ouais. Et là, tout d'un coup, les gens se retrouvent en Charente. En l'espace de 1 an, ils vont avoir... Fréquence 92, Radio 100, Radio 102, Radio Feuille de Vigne, Radio Quartier Orange, Arc-en-Ciel, Radio L'Humour, Arc-en-Ciel. Ils vont avoir peut-être une dizaine de radios. Rien qu'en tournant ça, ils vont avoir des radios qui parlent d'Angoulême avec des gens d'Angoulême. Enfin, c'est impensable aujourd'hui. Je pense même que, en termes d'explosion de médias, il n'y a pas eu... Le seul équivalent, c'est l'Internet, voilà, mais c'est d'une nature différente. Mais c'est d'une nature différente. Voilà. Mais en termes de nombre, oui. même les chaînes de télé, bon, il y a eu beaucoup de chaînes de télé, mais il a fallu du temps. Beaucoup plus tard, oui. Canal+, c'est 84, M6, c'est 87, peut-être qu'entre-temps, il y a eu la 5, ou même c'est peut-être après. On passe de 3 à 4, plus 5, plus 6. Là, on passe de rien à... Voilà, oui. Et c'était la première. La différence avec l'Internet d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait déjà eu ça avant. Donc, d'une certaine façon, on avait expérimenté cette espèce de fourmillement de nouveaux médias, c'est clair. Là, on est dans les premiers. Et puis, pour aussi continuer dans l'humain, moi, ce qui était important aussi pour moi, c'est que pour un jeune, c'est très important pour un jeune comme moi j'étais. Donc, j'avais 20 ans. Je suis né en 61, donc j'avais 20 ans pile poil. C'est que tu arrives dans une structure aussi, alors qui était une association, mais une structure un peu déstructurée, mais structure quand même, où tu es avec des adultes qui sont entre toi et tes parents au niveau d'âge, tu vois, mais et ça te rassure aussi, tu vois, tu te sens, comment dire, c'est difficile à exprimer ça, mais tu te sens libre, c'est-à-dire qu'on te fait confiance, au contraire, on compte sur toi. Et en même temps, avec bienveillance et soutien. C'est-à-dire que si t'es pas à l'aise pour le faire ou si tu as besoin de conseils, il y a des gens plus âgés que toi pour t'aider, pour te donner conseil. Et en même temps, on te dit, mais vas-y, montre ce que tu sais faire. Nous, on ne sait pas faire ça. Le jour où je suis arrivé pour parler dans le micro, Patrick, en gros, c'était ça. Il dit, moi, écoute, moi, je suis journaliste, mais je ne sais pas parler dans un micro. C'est nul quand je parle, c'est pas génial. Il le disait. Et donc, ce type-là, tout d'un coup, te dit, vas-y, montre-nous comment on fait. Et en même temps, est là pour te guider, pour te conseiller, et puis pour dire, bon, bah, si tu n'y arrives pas, on va t'aider, etc. Et ça, c'est un cocon génial pour démarrer, quoi. On te fait confiance, c'est super. Voilà, t'arrives, t'as 20 balais, quoi. Je veux dire, 20 balais, ces types-là en ont, je sais pas, Patrick, à l'époque, on avait, j'ai pas voir, parce que du coup, moi, je les voyais plus vieux que moi, mais peut-être qu'ils avaient, je sais pas, une... Patrick, il devait avoir facilement 10 ans de plus que toi, quand même. Hein. Donc, non, il avait au moins 35. Ouais. Voilà, donc c'est des gens qui sont déjà un petit peu installés, qui ont une expérience et tout, et en même temps qui te font confiance. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial pour démarrer, quoi. Voilà, alors là, bon, moi, je te livre tout ça, j'ai rien préparé. Bah oui, non, mais on a fait à peu près le tour, là, c'est bien. J'ai pas eu le temps, j'ai pas d'anecdotes précises, etc. L'ambiance, après, les anecdotes plus particulières, ça serait trop prendrait trop dévoreur de temps, mais voilà. Mais tonton, ça traduit bien un peu l'ambiance. Voilà, hein, voilà, ce que je ressens, c'est l'enthousiasme. Enfin, voilà, ce qui me remonte quand je parle de ça, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme et le fait de dire... Autant aujourd'hui, à 56 ans, quand je fais une journée, quand je débauche tard et qu'il faut que je me lève un peu plus tôt et que quand j'ai fini ma journée, je dis bon, ça va, basta, je suis fatigué. Autant là, quand tu as 20 balais, que tu bosses dans un truc comme ça, tu es capable d'enchaîner des journées, tu dors 4 heures par nuit.
J'ai failli péter les câbles quand même une fois quand je travaillais à Radio Locale Charentaise, la RLC. Je rentrais chez moi quand même dormir un petit peu entre le journal, entre la matinale et le petit flash qu'on faisait à 12h30. Je rentrais chez moi dormir un peu. Et là, j'habitais à ma campagne à l'époque, dans les tours de ma campagne. Et si j'ai bonne mémoire, il y avait des gros travaux en cours. Ils étaient en train de construire les résidences qui étaient en face. Impossible de dormir. Et là, j'ai dit à ma femme, ça va pas être possible. J'ai dit, là, sinon je vais tout jeter par le balcon. Donc, j'ai dit, il faut qu'on déménage. Et on était partis, parce que là, c'était très compliqué, parce que arrive un temps où même l'enthousiasme, porté par l'enthousiasme, était aussi un petit peu fatigué. Ah, si, une anecdote géniale qui me revient. À Fréquence 92, il y avait un type qui venait faire une émission, dans tous ces bénévoles là, qui se sont succédés, qui faisaient des émissions. Il y a un type, il était passionné de parapsychologie. Et il faisait en direct des expériences d'hypnose. Oh, c'était ahurissant, mais c'était étonnant. On ressortait de ces émissions complètement flippées. Non, putain, ce type-là, c'est extraordinaire. Vrai, pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, les séances d'hypnose qu'il faisait, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient vraiment complètement réceptifs et tout. Ils faisaient des trucs... étonnant, quand il avait fait remonter, je me rappelle, il avait fait un soir une émission comme ça, il faisait raconter à un type sous hypnose des vies antérieures, donc le type il l'avait fait remonter jusqu'à je sais pas quoi, là aussi c'est un peu embrouillé, mais il me semble me rappeler qu'il l'avait fait remonter, alors ce qui est sûr jusqu'à la guerre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où il était supposé, sous hypnose le type a été supposé être un pilote de l'armée, un pilote de l'air de l'armée allemande. Le type qui parlait pas un mot d'allemand sous hypnose, il se mettait à parler allemand. Il était capable de décrire l'architecture d'un avion de guerre allemand, ce qu'il savait pas faire en temps normal, parce qu'il n'y connaissait rien en aéronautique. Le type était sous hypnose, il était une vraie machine, une vraie fiche technique des avions. Comment ils s'appelaient les avions allemands? C'était des Messerschmitt, non? Ouais, je crois. Il était fiche technique là-dedans. Et un type que tu connaissais, qui n'était pas complice. Avec le temps, je sais pas. Le type est supposé dans cette vie antérieure être mort de la tuberculose, des problèmes de poumons, il toussait comme un fou. Ce type-là est né avec une cicatrice dans le dos complètement inexpliquée, un truc. Et ils sont remontés jusqu'à l'assassinat, si on peut parler comme ça, de Attila. Alors, mais c'était extraordinaire. Et je me rappelle, c'était accompagné de musique. L'ancien ingénieur du son de Pink Floyd, Alan Parsons Project. Tu sais, des musiques très un peu angoissantes. Mais c'était fabuleux. Tu pouvais entendre ça nulle part ailleurs à ce moment-là. Ouais. Et ça, moi, j'ai des souvenirs de ça. Ce type avait, quand il te regardait, il avait les yeux d'un bleu, un type adorable avec une petite barbe et tout, il était gentil comme tout. Et alors, il avait effectivement, visiblement, cette capacité d'hypnose. Et voilà, quoi, ça scotchait les gens. Alors, non seulement à l'antenne, sûrement, mais j'imagine à l'antenne, mais les quelques personnes qui étaient là, on était là. C'est pas possible, quoi. Voilà, donc la radio, ça a permis des rencontres extraordinaires. Des rencontres comme ça, des moments de vie qui aujourd'hui sembleraient complètement improbables à tous ces gens qui sont aussi un peu blasés. On parlait de la multiplication des médias, du coup ça entraîne une certaine... les gens sont un peu blasés de tout. Pour les surprendre, il faut vraiment... Ouais. Alors que là, on était vraiment dans la surprise au quotidien, quoi. Voilà. Bon, si on veut conclure, j'ai essayé de conclure comme une émission radio en disant on n'est pas remonté jusqu'à Attila, mais on est remonté jusqu'en 81 grâce à toi. Merci Christophe. Je t'en prie.